Toute l'actualité africaine, c'est maintenant sur France 24 à la une ce soir. Les affrontements qui ont secoué Tchaourou dans le nord du Bénin. La ville de l'ancien président Thomas Boniaï a été le théâtre de violents affrontements entre partisans de l'ex-président et les forces de sécurité. Le calme est de retour, mais la population s'interroge sur l'usage de la force. Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé se sont rendus sur place. Reportage à suivre. L'ancien président égyptien et membre des frères musulmans Mohamed Morsi est mort. Il a été victime d'un malaise en plein tribunal. Il venait d'être auditionné pendant 20 minutes. En détention depuis 6 ans, Mohamed Morsi a purgé plusieurs peines de prison. Et puis nous entamerons ce lundi notre feuilleton sur la Mauritanie. Le pays organise une présidentielle ce samedi. Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur place et nous ont livré une série de reportages sur les défis qui attendent le prochain président, comme la marginalisation des descendants d'esclaves. Reportage à suivre dans ce journal. Retour au calme à Tchaourou, dans le nord du Bénin. La ville de l'ancien président Thomas Boniaï a été le théâtre de violents affrontements la semaine dernière. Ces violences entre partisans de l'ex-président et les forces de défense et de sécurité ont fait plusieurs morts. La population a fait appel aux chasseurs pour riposter. À l'origine du conflit, des contestations politiques suite à l'exclusion des partis d'opposition aux dernières élections législatives. Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé se sont rendus sur place et ont recueilli ces témoignages. Reportage. La circulation reprend progressivement devant les militaires cantonnés sur le bord de la route internationale. Une équipe de médiateurs composée d'autorités traditionnelles, de notables, tente d'apaiser les tensions entre tous les protagonistes du conflit. Les chasseurs, soutenus par les populations, ont pris les armes contre les forces de sécurité. Ils nous rassuraient que les militaires ne vont plus se promener dans le village par endroits pour pouvoir tirer en l'air pour faire peur à la population. Et nous demandaient d'appeler nos frères qui ont quitté le village, qui sont partis dans les villages environnants, de revenir. De leur assurer qu'il n'y a plus rien, que le calme est revenu. À Tchaourou, depuis le début du soulèvement des partisans de l'ancien président, il y aurait eu au moins 5 morts. Un chiffre avancé par les populations, non confirmé par les autorités. Ces hommes nous montrent les tombes de 4 personnes fauchées par des balles. Elles ont été enterrées ici, samedi, quand le crépitement des armes a cessé. Nous revenions du champ quand j'ai entendu des tirs et nous nous sommes précipités vers les maisons. Certains sont morts sur le coup. Dans ce quartier un peu en retrait du centre-ville, les impacts de balles témoignent de l'utilisation d'armes automatiques. Cet homme explique que vendredi, lorsque les militaires sont arrivés ici, ils ont tiré sur leur maison. Ce jeune de 18 ans figure parmi les blessés. Après des soins d'urgence, il a quitté l'hôpital. Je suis revenu à la maison car je me sentais menacé. Des hommes armés tournaient autour de l'hôpital. À l'origine des violences de la semaine dernière, l'arrestation du mari de cette femme. Il est soupçonné d'être l'instigateur des violences le jour des législatives pour empêcher la tenue des élections sans l'opposition. Je ne sais pas où est mon mari. Je suis inquiète car il a eu un accident de la route juste avant son arrestation. Il a été brutalisé par des policiers alors qu'il était déjà blessé. Je ne fais que passer des nuits blanches. Nous avons pu rencontrer un des jeunes leaders des mouvements de contestation à Tchaourou. Recherché par la police, il se cache depuis 1 mois et demi. Des commandos ont été envoyés pour enlever des gens dans la population. Donc la population s'est levée pour dire que ça ne se passera pas comme ça. Le calme reste précaire malgré la libération ce week-end de plusieurs personnes arrêtées la semaine dernière. Les populations exigent la liberté pour l'ancien président, originaire de la ville. Thomas Boniaï est assigné à résidence à Cotonou depuis 1 mois et demi. Il est soupçonné d'être à l'origine des troubles qui secouent le pays depuis les élections législatives. Vous l'avez entendu dans le reportage, la population accuse les forces de sécurité d'avoir tiré sur les manifestants. Nicolas Germain de la rédaction du Journal de l'Afrique a pu joindre le colonel Gouchola, conseiller du ministre de l'Intérieur béninois. Ce dernier justifie l'usage de balles réelles. Écoutez-le. Et ils ont tiré à balles réelles contre des assaillants armés qui tiraient sur eux. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts qu'il y a eu. Nous avons connu une 50aine de blessés au niveau des forces de défense et de sécurité, dont 10 sont grièvement blessés. Les informations que nous avons reçues au niveau de nos unités de renseignement territorial, beaucoup de chasseurs sont venus des pays voisins pour pouvoir soutenir leurs frères de la localité.
C'est en pleine audience, en plein tribunal que Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien issu des frères musulmans, a été victime d'un malaise. D'après des sources sécuritaires et judiciaires, le président déchu, en détention depuis 2013, a été auditionné pendant 20 minutes avant de s'effondrer. Il est décédé à l'hôpital, il avait 67 ans. Il était en prison depuis 6 ans. Son parcours avec Kevin Battista. 25 juin 2012, le nom du premier président égyptien librement élu vient d'être dévoilé. Mohamed Morsi, le second choix du parti islamiste de la liberté et de la justice, succède à Hosni Moubarak, tombé lors de la révolution un an plus tôt. Dans son premier discours de victoire, il se pose en rassembleur. Aujourd'hui, je suis le président de tous les Égyptiens, sans exception, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Très vite pourtant, la politique très conservatrice du président inquiète de nombreux Égyptiens. Certains l'accusent notamment de s'accaparer de nombreux pouvoirs, d'être la marionnette du mouvement des frères musulmans, tout en ne parvenant pas à redresser l'économie du pays, ni à restaurer la sécurité. Le mandat de ce fils d'agriculteur originaire de la région du Caire est donc bref. Un an à peine après son élection, à l'été 2013, de nouvelles manifestations secouent le pays. L'armée intervient et dépose alors Mohamed Morsi. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, installé par Mohamed Morsi lui-même au poste de ministre de la Défense, le remplace alors à la tête de l'Égypte. Accusé notamment de terrorisme, d'espionnage et de meurtre, Mohamed Morsi est immédiatement incarcéré. Condamné à un total de 45 ans de prison, il réussit à faire annuler une condamnation à mort et une autre à perpétuité. C'est finalement dans une salle d'audience où il comparaissait que Mohamed Morsi s'est effondré. Il avait 67 ans. Triple attentat au Nigeria. Plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 40 blessés dimanche dans le nord-est du pays. Ce sont des supporters de foot qui ont été ciblés. La secte islamiste Boko Haram, qui est soupçonnée d'être derrière l'attentat, n'a toujours pas revendiqué. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis des mois dans cette région. Et on continue à suivre le procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a requis ce lundi la prison à vie pour les deux principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Nous retrouvons notre correspondant à Ouagadougou, Khalidou Si. Khalidou, vous avez assisté à cette audience. Comment s'est-elle déroulée ? Eh bien, le coup près est tombé aux alentours de 15h30 à Ouagadougou. À l'issue de l'audience, maître Prosper Farama, l'un des avocats des parties civiles, nous a confié qu'il restait serein. Selon lui, les réquisitions sont conformes aux faits qui leur sont reprochés. Et il a ajouté que le message envoyé par le procureur est un message très fort et conforme aux aspirations du peuple burkinabé. Justement, le parquet militaire a non seulement requis la prison à vie pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, mais également leur destitution de grade de généraux. Ils sont accusés de trahison, meurtre et attentat à la sûreté de l'État pour le premier et complicité d'attentat à la sûreté de l'État pour le second. Il faut dire que le procès de ce qu'on a nommé le coup d'État le plus bête du monde a commencé il y a déjà près de 18 mois, c'était en février 2018. Depuis, 84 accusés se sont succédés à la barre. En tête, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, soupçonnés d'être les cerveaux de ce putsch manqué en septembre 2015, qui avait fait 14 morts et 251 blessés, selon un bilan officiel. Précisons que la réquisition du procureur n'est pas la décision finale du juge ou du tribunal. Le verdict interviendra à la fin des plaidoiries des avocats de la défense, une défense qui devra se montrer convaincante pour tenter d'inverser la décision du parquet, et ce, dès ce jeudi, début de l'oral des avocats de la défense. Merci beaucoup Khalidou Si pour ce compte rendu complet. Un important chef rebelle tchadien a été arrêté en France. Il s'agit du général Mamet Nouri. Il a été interpellé lundi par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Deux autres protagonistes suspectés d'être liés à des exactions entre 2005 et 2010 pendant la crise au Tchad et au Darfour ont été arrêtés. Ce 17 juin a été décrété jour de lutte contre la sécheresse et la déforestation par les Nations Unies. Une date symbolique qu'a choisie l'association sénégalaise Écolibri pour lancer le reboisement de la grande corniche de la capitale. Les précisions de notre correspondante à Dakar.
Dakar étouffe sous les pots d'échappement et les particules fines. Pour lutter contre la pollution, cette initiative citoyenne a décidé de replanter des arbres le long de la corniche sur 7 km, des cocotiers mais surtout des arbres locaux dont les racines étendues vont permettre de lutter en fait contre l'érosion côtière. 7000 plantes grasses, des agaves, vont venir compléter le dispositif. Des plantes grasses qui vont servir à stabiliser la falaise, mais également de barrières naturelles pour empêcher les gens de trop s'approcher de cette falaise et d'y déverser leurs ordures, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Le projet comporte également un volet social, puisque la main-d'œuvre est constituée de jeunes de la rue en réinsertion. 4 emplois à plein temps vont même être créés pour une durée d'1 an. Et ce n'est qu'un début, selon Maha Balbaki. Elle est la présidente sénégalaise de l'Écolibri. C'est qu'un début. De toute manière, on est là, comme je vous disais, sur 1 an. Donc plus on aura d'arbres, plus on pourra reboiser les parties publiques de cette capitale. Et nous avons énormément d'autres projets de réhabilitation de la Corniche Est, de vouloir faire de la Médina un centre quand même assez culturel, coloré, comme on peut retrouver dans d'autres pays. Donc voilà, ça c'est le premier pas, la première pierre, le premier arbre à l'édifice de notre objectif Dakar vert. La capitale sénégalaise a doublé de taille en une décennie. Les espaces verts y sont de plus en plus rares. La concentration en particules fines est en moyenne 5 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Nous entamons ce lundi notre série de reportages en Mauritanie. Le pays organise une élection présidentielle ce samedi, l'occasion pour nous de nous pencher sur les défis de ce scrutin. Parmi eux, la lutte contre la marginalisation des descendants d'esclaves, les Haratines. La pratique est officiellement abolie depuis près de 40 ans, mais elle perdure en milieu rural. Nos envoyés spéciaux à Nouakchott, William de Lesseux et Sarah Sako, ont suivi des activistes qui se battent contre cette pratique. Reportage. En plein cœur de Nouakchott, Brahim Randan, un militant de la cause haratine, a identifié cette famille qui vit dans une grande précarité. Les 4 garçons sont exclus du système scolaire. Leur père est le gardien de cette maison en construction. Une situation loin d'être exceptionnelle pour des descendants d'esclaves en Mauritanie, d'après cet activiste. Ça, c'est un métier, ce sont des métiers réservés pour les anciens esclaves. Métier de gardiennage, métier de nettoyage. Il y a des milliers d'enfants comme ça à Nouakchott. La famille n'a aucun revenu fixe et ne parvient pas à instruire correctement les enfants dans un système scolaire à 2 vitesses. Les plus grands, on les a envoyés dans le public, mais ils n'ont rien appris. Alors on espère que le bon Dieu nous aidera à trouver les moyens d'envoyer ceux-ci dans une vraie école privée. Ça m'inquiète, je ne pense qu'à la scolarisation de ces enfants. En Mauritanie, les descendants d'esclaves restent marginalisés. D'après le Manifeste pour les droits des Haratines, un ensemble d'organisations de la société civile, la communauté concentre 85% des analphabètes du pays. Nous retrouvons Brahim Randan au siège de son association qui lutte justement contre ces disparités. En 2 ans, sa fondation a permis à 2000 enfants de retrouver le chemin de l'école. Ça va à ton niveau? Tu as eu de bons résultats? Le militant dénonce un manque d'implication des autorités. Il y a beaucoup de bruit, mais dans les faits, il n'y a rien. Si vraiment il y avait quelque chose sur les faits, on n'allait pas être là en train de chercher à envoyer 2 enfants ou 3 à l'école. Il y a une injustice caractérisée. Il y a un racisme d'État. À l'agence gouvernementale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, on assure être à l'œuvre pour réduire les inégalités. Le gouvernement alloue à l'agence Tadammoun annuellement 2% du budget annuel de l'État, 1% du PIB. L'orientation que l'agence Tadammoun a, c'est qu'elle commence par les zones les plus reculées. La discrimination positive en faveur des Haratines est au cœur des programmes des candidats à la présidentielle du 22 juin. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Ashreen Perdian. Reporter part à la découverte de la décharge d'Agbo-Blochier au Ghana. I'll go around and take some scrap in the floor to come and sell it. Yeah, it's burning place. We are burning waste. Cette île artificielle envahit le lagon, un site toxique et irrespirable qui emploie chaque jour des milliers de personnes. A lot of dirty dumped to there, plastic, air and the soil very much polluted, and you see the things they sell here and people can't eat.
Poubelle à ciel ouvert de déchets électroniques venus du monde entier, le Ghana voit son environnement se dégrader et les maladies se développer. This to be a national issue and we thought that it is important to actually protect the health of our people. Outre dénoncer une urgence environnementale, quelles sont les mesures prises par l'Europe? Comment parvient-elle à sensibiliser au développement durable et inciter les habitants à agir? Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et france24.com. Il est dessinateur, sculpteur et peintre. L'humoriste belge Philippe Geluck est l'invité cette semaine du Paris des Arts. J'ai eu envie comme ça de toucher à tout. Avec lui, nous atteindrons le sommet de l'Arc de Triomphe pour découvrir Paris à nos pieds. Waouh! C'est époustouflant! Et puis, à la fin de l'émission, une rencontre avec son ami chanteur et comédien, Marc Lavoine. J'aime les gens qui ne sont pas devenus des adultes. Le Paris des Arts à retrouver très vite sur France 24.